Donc vous le savez, Natacha Lecourtois, journaliste pour le magazine Infinité, m'a contacté pour faire un dossier à l'intérieur d'Infinité. Elle m'a interviewé et elle a filmé l'interview qu'elle a mise sur YouTube. Et alors, vous avez été très nombreux à lui poser des questions. Donc, elle m'a demandé de venir la voir en Bretagne pour que je réponde à ces questions. Elle a fait une première vidéo qui a été mise sur sa chaîne. Moi, j'en ai profité pour l'interviewer parce que je veux m'entraîner un petit peu à l'interview vu que c'est mon prochain projet pour mon prochain livre. Et puis, j'ai répondu à certaines de ces questions et notamment celle que je vous propose de découvrir maintenant. Y a-t-il un bénéfice à se faire peur à l'idée d'être abandonné ? Alors, je vous propose qu'on écoute cette entrevue entre nous deux. Et puis, je reviens vous voir tout de suite après pour compléter ce que j'ai dit quand j'étais en Bretagne. À tout de suite. Donc toujours avec Natacha Lecourtois, j'en profite que je suis venu en Bretagne pour l'interviewer et lui poser des questions, la presser comme un citron. Un jus, je vais finir en jus. Natacha, il y a d'autres thèmes que tu as envie d'aborder au sujet des pervers narcissiques, enfin des mécanismes de défense pervers narcissiques? Oui, Jean-Charles. Évidemment, quand on étudie ce sujet, qu'on y est confronté de différentes manières, il y a des questions. Oui. Donc, je suis comme vous, j'en ai plein. Oui. Et il y en a une dont on avait un petit peu évoqué pour l'article dans Infinité. Cependant, j'aimerais, si tu le permets, qu'on l'approfondisse. Allez, dis-moi. Alors, c'était la question un petit peu plus large que les pervers narcissiques, qui est la problématique narcissique, qui est la question de l'abandon, tu vois. Il m'est arrivé d'essayer de comprendre un petit peu cette problématique-là, notamment avec les enfants abandonnés et adoptés. Et puis, dans un sens plus large, comme on a vu ensemble sur la peur de l'abandon, dont tu parles très souvent pour les pervers narcissiques, et pour la victime, qui est au cœur de la relation. Et finalement, dans cette relation-là, spécifique, de voir comment se passe cette mise en situation, dans le sens, je vais être plus précise que ça, où la personne qui a peur d'être abandonnée, notamment le pervers narcissique, va pousser l'autre dans ses retranchements, un petit peu comme l'enfant qui a été abandonné, qui est adopté, qui veut vraiment être sûr de l'amour de l'autre personne, qui a peut-être vécu un amour conditionnel, donc qui veut être sûr de l'amour de l'autre personne, et qui va pousser l'autre en le dévalorisant, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre, peu importe, tu vois, à mettre à mal cette relation pour être à chaque fois rassuré. D'accord. Donc 2 questions là-dessus, si tu le veux bien. La première, comment ça se passe, enfin comment ça se met en place? Et la deuxième, est-ce que vraiment il n'arrive jamais à être conscient qu'il va perdre l'autre à force de faire ça? Alors, elle est très intéressante ta question, mais elle ne touche vraiment pas que les pervers narcissiques. C'est ça. Loin s'en faut. C'est ça. Donc c'est vraiment un thème beaucoup plus large. C'est d'accord. Pourquoi est-ce que je vais chercher l'autre là où j'ai peur qu'il réagisse? Oui, tout à fait. Eh bien, écoute, moi, je te propose qu'on change de place, parce que là, je me sens tout petit, un peu loin de la caméra. Et oui, je te donne des éléments de réponse. Merci. À tout de suite. Jean-Charles, tu Oui. es là? Je t'écoute. Comment peut-on expliquer ce mécanisme? Parce que là, on s'est mis dans une autre condition qui est assez intéressante. Où En fait, je l'ai abandonné. il m'a abandonné. Et c'est exactement ça. Il m'a abandonné, je l'ai abandonné, je ne sais pas qui a abandonné quoi. Nous avons posé le cadre de l'abandon. Donc l'abandon, les 2 personnes existent, mais ne se rencontrent pas. Voilà. Comment tu peux expliquer qu'une personne peut mettre l'autre en difficulté, mettre la relation en difficulté pour se rassurer? Alors, il y a plusieurs réponses à ça. Pourquoi une personne va questionner les limites? C'est ça. Si tu prends l'exemple de la personne qui emploie massivement des mécanismes de défense pervers narcissiques, il va questionner les limites pour vérifier sa toute-puissance. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va vous envoyer promener, dire « toi et moi c'est terminé », et puis qui va revenir vous séduire pour pouvoir vérifier qu'il est toujours dans la toute-puissance. D'ailleurs, c'est un thème qui m'intéresse parce que moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est pas le pervers narcissique, c'est la victime.
Et la victime, je crois aussi que certaines victimes sont rassurées par ce jeu-là, parce que même s'il m'abandonne, je sais que de toute façon, il finira toujours par venir me chercher, ne serait-ce que pour vérifier sa toute-puissance. C'est un jeu assez malsain. Si c'est le jeu que vous vivez, il n'est pas très intéressant, et ça serait bien que vous en preniez conscience. Donc voilà, il tutoie les limites de l'inacceptable, parfois, souvent, pour vérifier sa toute-puissance. Et je disais tout à l'heure, quand tu as commencé à poser la question, il n'y a pas que les personnes qui emploient massivement des mécanismes de défense pervers narcissiques qui tutoient les limites. En fait, nous le faisons tous. Hein. D'ailleurs, qu'est-ce qui me ferait plaisir? Par exemple, moi j'ai peur du vide, et bien peut-être est-ce que je vais aller faire des montagnes russes. Pourquoi? Parce que je vais me faire peur, et beaucoup d'entre nous aiment à se faire peur, mais je sais qu'à la fin, je vais en ressortir vivant. D'accord? Donc, à la fois, je me suis mis en danger, mais en réalité, je ne me suis pas mis en danger. C'est un petit peu ça. Je peux aller voir un film d'horreur, vous voyez, les films d'angoisse. Pourquoi est-ce qu'on va voir ce genre de film? On va se faire peur, mais en même temps, on va vérifier, comme si nous vérifions que nous étions immortels, en fin de compte. Parce qu'il y a beaucoup à voir entre les problématiques narcissiques et le fantasme d'immortalité. C'est pour ça, je pense que c'est intéressant de parler de la pulsion de vie et de la pulsion de mort. Parce que accepter d'être en vie, c'est accepter que nous sommes mortels. D'accord? Donc, dans certaines formes d'hystérie, par exemple, oui, l'hystérique va systématiquement casser les pieds pour aller vérifier que même si elle a été vilaine ou s'il a été vilain, alors je mets hystérique au féminin, c'est pas bien, je regrette. Mais c'est vrai qu'à l'époque de Freud, les femmes étaient plutôt hystériques et les hommes étaient plutôt obsessionnels. Mais il faut vivre avec son temps. Aujourd'hui, on trouve autant d'hommes hystériques que de femmes hystériques, et de femmes obsessionnelles que d'hommes obsessionnels. Enfin bref, souvent l'hystérique va vérifier les frontières. Elle vous casse les pieds, il ou elle vous casse les pieds, jusqu'au moment où elle veut vérifier que vous ne partirez pas. Et c'est intéressant parce que ce qui nous a réunis, Natacha, tu es toujours là? Oui. Hein. Ce qui nous a réunis, c'est que tu m'as envoyé un mail pendant que j'étais dans la jungle. Eh bien, figure-toi que 10 ans plus tôt, c'est là que j'ai découvert la jungle, et je l'ai découvert à Montpellier lorsqu'un Indien, un indigène d'Amérique du Sud est venu vers moi, qui m'a tenu un long discours, je ne vais pas vous le tenir maintenant, je vous le dirai par ailleurs, je l'ai peut-être déjà dit d'ailleurs, et qu'il a terminé notre rencontre en disant, dans mon pays, los chamanes disent que dans nos vies, on rencontre toujours ce qui nous fait le plus peur. C'est intéressant. Oui. Souvent, nos peurs, en fait, cristallisent la chose qui nous inquiète et la ramènent à nous. C'est une sacrée malédiction. Et ça se vérifie, mais pas seulement dans la notion d'abandon. Regarde, imagine quelqu'un qui aurait peur du manque. Il peut avoir deux types de réactions. Soit il va vouloir accumuler au maximum pour ne jamais être en manque. Donc pour ça, il va devenir pingre et ne jamais dépenser. Donc, il ne s'accordera jamais rien et il sera toujours en manque. À l'inverse, tu as le panier percé, celui qui, dès qu'il va avoir un peu d'argent, va s'empresser de le dépenser et très rapidement se retrouver en état de manque. Tu vois, alors qu'une personne qui a été suffisamment rassurée, comme tu aimes à le dire, dans ses inquiétudes. Alors, c'est justement, tu vois, j'avais une question en préparation parce que tu génères des idées intéressantes qui s'enchaînent et qui m'emmènent dans d'autres pensées. J'en avais une notamment, j'ai retenue, qui est cette question dont je parle souvent, de l'insécurité. C'est là où, pour moi, il y a le cœur de la problématique narcissique, tu vois, de l'humain tout court. Si tu es d'accord avec moi, je pense qu'en tant que psychanalyste, tu as eu à rencontrer différentes situations, et notamment sur cette insécurité-là. Mmh. Là où j'aimerais que tu viennes, toi, dans cette pensée, c'est sur cette insécurité. Comment se fait-il que la personne qui a peur d'être abandonnée, donc qui est en insécurité dans la relation à l'autre, hein, c'est bien ça, va aller jouer, tu vois, parce que forcément, tu dis, il va comme dans un manège à se faire peur. On va se faire peur. Et il y a certains couples, à mon avis, qui victimes, et j'en ai marre du mot pervers, mais victimes et personnalité narcissique, si tu veux, qui abandonnent les deux. Les deux jouent un scénario, ils jouent à se faire peur, mais puisque c'est ça, toi et moi, c'est terminé, et c'est terrible, et on s'effondre, et tout le monde s'effondre, et à la fin, on se réconcilie, et puis il y a les fameuses réconciliations sur l'oreiller, qui en plus doivent pas être désagréables, parce que pleines d'une énergie qui a été convoquée au cours de la crise. Donc, on est dans des enfants... Oui. Enfants, adolescents peut-être, dans des corps d'adultes, qui jouent à se faire peur, bien sûr, qui rejouent leur insécurité. Tu dirais en tant que de psychanalyste, je suppose,
qui rejouent leurs insécurités jusqu'à les résoudre, j'imagine. Alors ça, c'est l'objectif inconscient. Oui. Oui. L'objectif inconscient, c'est de les résoudre. Mais une fois que tu es repris, c'est une sorte de malédiction. C'est le mythe de Sisyphe qui doit monter un rocher jusqu'en haut de la montagne, et il y arrive. Et dans la nuit, quand il lâche le rocher redescend, et le lendemain, il est obligé de recommencer sans cesse. Ça fait penser aussi au hamster dans sa roue. Ça fait penser aussi, dans la tradition bouddhiste, au cycle de réincarnation. Exactement. Tu te réincarnes sans cesse. Oui, nous venons vivre à l'état macroscopique ici, selon les bouddhistes, ce que nous vivions dans l'univers depuis peut-être toujours. Oui. Où on passe d'une posture de Dieu à une posture de démon, d'une posture de démon à une posture d'humain, peut-être à une posture d'animal, je ne sais pas. Je ne suis pas non plus un grand spécialiste des réincarnations. Alors justement, à propos de ce cycle de réincarnation, on revient donc dans une réincarnation d'insécurité. Oui. Donc j'imagine, en tout cas pour ma pratique, moi j'irais chercher la sécurité intérieure. Tu vois, toi, en tant que thérapeute qui a pris de la distance, qui a pris de la... Non, je parle des personnes qui viendraient me voir. Oui, si tu veux les amener à cette sécurité parce que tu es thérapeute et que tu as pris de la distance. Oui, pardon. Donc peut-être qu'en amont, ce que tu peux travailler avec ton patient, c'est la question. C'est de l'amener à cette distance. Et dans cette distance, naturellement, automatiquement, il ira vers la sécurité. C'est là où toi, tu les emmènes. Ouais. En tant que thérapeute. Oui, à prendre du recul, bien sûr, de la hauteur. Ouais. Et là, quand ils prennent de la hauteur, ils arrivent à prendre conscience de leurs insécurités, à se sécuriser dans la relation avec toi, qui est une relation thérapeutique sécurisante. C'est souhaitable, c'est souhaitable. Et de replacer ça dans la relation. Idéalement, oui. Ok. Maintenant, pour ces personnes qui le jouent sans cesse, cette histoire. Ouais. C'est comme une malédiction. Hein. Comme une malédiction. La question suivante, et je suppose que tu vas nous faire changer de place pour la résoudre. C'est pas très confortable non plus. C'est pas confortable, hein. Moi j'ai un petit peu mal là. En fait. La question suivante, ça va être comment se fait-il presque je me permets ces mots-là, qui ne s'en rendent pas compte en fait, qui vont perdre l'autre à jouer à ça. On change de place ? Ouais. Donc souvent, j'essaie de recentrer la personne sur elle-même. Je dis, le pervers narcissique ne m'intéresse pas, ce qui m'intéresse, c'est la victime. Enfin, c'est pas très juste quand même, parce que c'est vrai que c'est intéressant de comprendre quels sont les mécanismes de défense pervers narcissiques, ne serait-ce que pour les repérer. Mais à un moment donné, effectivement, il va falloir se poser la question, pourquoi est-ce que je suis allé me mettre dans une situation comme celle-là, une relation comme celle-ci, et quels sont mes bénéfices secondaires ? C'est étonnant, il y a des bénéfices secondaires. Ils peuvent être divers et variés, c'est à vous de trouver qu'est-ce qui vous a attiré là. Tout simplement pour ne pas répéter à nouveau, hein, c'est ça l'idée. Hein. C'est pas de s'auto-flageller, certainement pas. Donc, comme bénéfice, souvent il y a la répétition de quelque chose que j'ai connu dans mon enfance. J'essaie de retrouver une situation inconsciemment qui ressemble pour cette fois-ci la résoudre. Le problème étant qu'une fois repris dans la même situation que durant mon enfance, je régresse en posture infantile et je revis souvent les choses à l'identique. Mais un autre exemple, celui que j'ai donné là, qui est intéressant aussi, c'est si je suis angoissé par l'abandon, eh bien je vais jouer avec l'angoisse d'abandon et j'ai pour ça besoin de quelqu'un qui soit un petit peu abandonnique et qui accepte de jouer avec moi. Donc à un moment donné, on voit bien que le problème, c'est pas l'autre. Le problème, c'est mon angoisse, mon inquiétude, et comment est-ce que je pourrais me rassurer. J'ai fait déjà quelques vidéos sur l'angoisse d'abandon. J'ai expliqué que confronté à l'abandon, ça vient réveiller des angoisses archaïques, et qu'un nourrisson qui serait abandonné serait en état de danger de mort. Et un petit enfant, donc un petit peu plus grand qu'un nourrisson, qui serait abandonné, même s'il n'est pas tout de suite en danger de mort, quand même, il serait en grand danger. Donc effectivement, l'angoisse d'abandon réveille des angoisses archaïques qui sont des angoisses de mort. Et j'ai pour habitude de dire, si quelqu'un m'abandonne aujourd'hui que je suis adulte, c'est forcément une bonne nouvelle. C'est que cette personne n'avait rien à faire dans mon entourage ou qu'elle ne m'aimait pas suffisamment. En tout cas, c'est forcément, et réfléchissez-y, vous verrez, une bonne nouvelle. C'est au point que certains, lorsqu'ils sont abandonnés, disent « j'ai cru mourir » ou « être abandonné pour moi est synonyme de mort ». Et dans les cas les plus graves, certaines personnes abandonnées se suicident, donc se donnent la mort. Et tout ça vient d'angoisse archaïque du nourrisson. Voilà. Donc, je vous invite à rechercher quels sont, dans vos histoires, vos bénéfices secondaires qui forcément existent. Voilà. Si ça vous plaît, ces échanges avec Natacha, il y en a eu d'autres et vous allez les avoir dans les semaines qui vont venir. Donc, si ça vous intéresse, pensez à mettre un pouce vers le haut pour dire que vous êtes content, c'est-à-dire un like, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, et à activer une petite cloche pour être tenu au courant à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.